pour l'invitation ce matin. Je suis ravie d'être parmi vous et d'autant plus ravie de commencer donc mon propos par en fait cette problématique de dissertation de philosophie, donc l'ennemi. Et je me suis demandé par quoi commencer. Je crois que sur les 2 derniers jours, vous avez eu un ensemble d'exposés sur les penseurs de la chose et du concept, Carl Schmitt, etc. Donc je ne vais peut-être pas vous refaire tout le laïus liminaire sur les définitions, et je vais peut-être aller beaucoup plus droit au but, et je vais, pour tout vous dire, improviser. J'avais préparé un énorme texte, et je ne le sens pas du tout ce matin, et donc on va y aller en live, et on va voir ce que ça donne. Alors... alors, voilà comment je vais structurer un peu le propos, et ça risque d'aller un peu dans tous les sens, et c'est ça la vie, après tout. Le premier élément de réflexion que je vais vous proposer et mettre sur la table, c'est un élément d'une évidence complètement simplissime quand on travaille les doctrines militaires. C'est ce qu'on appelle, vous en avez beaucoup entendu parler depuis 2022 dans le débat public en France, en Europe, en Occident, ce qu'on appelle les nouvelles conflictualités ou les conflictualités hybrides. C'est celles qui se jouent sous le seuil. D'accord ? Donc vous avez les guerres conventionnelles, armée contre armée, disons, et puis maintenant vous avez, en tout cas de façon généralisée de plus en plus, ces conflits dits asymétriques et qui ne sont pas toujours attribuables et dans lesquels vous avez un nouveau champ de conflictualité qui s'appelle le cyberespace. Et donc dans ce cyberespace, vous allez avoir une faune et une flore qui est extrêmement diffuse, parfois difficilement identifiable. C'est par exemple en termes d'opérations, et vous me dites si je commence à jargonner, les cyberattaques, dont vous avez tous forcément un jour ou l'autre entendu parler. Une autre opération, ce sont les luttes informationnelles et d'influence, par exemple. Donc c'est les campagnes de déstabilisation à coups de fake news, maintenant de deepfake, et ces contenus-là qui ont pour objectif de distiller le chaos, le désordre, la dissension, en fait, ont comme carburant, de plus en plus, les systèmes d'intelligence artificielle, et notamment les systèmes d'intelligence artificielle dites génératives. ChatGPT, pour ceux qui situent le sujet. Donc à la question de qui est l'ennemi, il faudrait d'abord se demander, avant de se dire qui, l'ennemi de quoi ? Dans ce nouvel ordre, disons, mondial qui est en train de se construire, l'une des cibles, ce sont nos démocraties libérales, occidentales. Elles sont une cible parce qu'on a un processus qui est la désoccidentalisation du monde et qui est aujourd'hui promu par nos compétiteurs, d'une part, et puis d'autre part, on propose, on offre un champ idéal parce qu'on est en train de payer quelque chose comme 40 ans de malaise ou de fatigue démocratique. Et donc, nos systèmes, nos liens, nos sociétés offrent un certain nombre de failles dans lesquelles s'immiscent ces doutes, ces chaos possibles. Donc à la question du quoi, c'est peut-être, et ça sera peut-être en fait mon fil en y pensant, la question de la liberté politique, avant même qu'elle ne soit économique, mais j'y viendrai à la liberté économique. Et donc si l'ennemi, c'est notre modèle de liberté politique, l'ennemi pour nos compétiteurs, alors oui, nous devenons, nous tous, nous toutes, potentiellement, une cible. Et comment est-ce qu'on devient une cible ? Par une raison ou par quelque chose de très simple. Ce que vous avez tous et toutes dans vos poches. Vous avez quoi dans vos poches ? Des smartphones. Et dans vos smartphones, il y a quoi ? Vous avez des applications qui vous donnent accès à quoi ? À des plateformes, à des espaces qui sont, disons, duaux, qui offrent une dualité, qui sont à la fois aujourd'hui civils et militaires. Les réseaux sociaux ont été militarisés, par exemple. Vous pouvez y accéder pour des usages ludiques, pour vous informer, pour prendre des nouvelles, pour passer du temps, mais ce sont aussi des espaces aujourd'hui militaires, d'influence, de manipulation, de propagande. La prochaine bataille, je vous disais, le 5e espace de conflictualité, c'est ce fameux cyberespace.
Là, récemment, d'ailleurs, vous en avez entendu parler, on a ce soupçon, enfin, les câbles sous-marins dans le Nord qui ont été, disons, coupés, très fortement perturbés. Et donc, ça participe de ces conflictualités-là. Mais à échelle, disons, globale, mondiale, sur l'échiquier géopolitique, on ne parle toujours pas pour l'instant d'ennemis. On parle d'adversaires, de compétiteurs. L'ennemi, si on reprend, si vous voulez, la substantifique moelle de la pensée du philosophe, juriste, disons d'obédience nazie, Carl Schmitt, l'ennemi a une dimension d'une part collective, objective et surtout existentielle. Il faut le détruire pour survivre. C'est lui ou nous. Jusqu'à présent, et je dis bien jusqu'à présent, on a pris grand soin de ne pas aller jusque-là. Donc on parle d'adversaire encore. Ce qui est en train de changer, c'est l'élection de Donald Trump. On entre dans un moment de flou extrême, où il est tout à fait possible que la rhétorique de l'adversaire devienne en effet celle de l'ennemi. Et là, on risque de basculer. Et là, c'est de la prospective que je fais. Donc, à échelle globale, géopolitique, jusque-là, plutôt adversaire qu'ennemi. Plutôt à la question de qui est l'ennemi, eh bien, c'est plutôt une valeur, nos modèles politiques, d'où nous sommes les courroies ou les maillons faibles, potentiellement. Et par la dualité de ces technologies-là, nous sommes tous acteurs, actifs, passifs, de ces conflits. Le sixième domaine, potentiellement, de ce qui se joue sous le seuil, c'est en effet nos cerveaux. Jean le disait en introduction. C'est ce qu'on va appeler très rapidement les guerres cognitives, ou plus exactement en termes de doctrine, les enjeux de sécurité cognitive. Quand vous avez un Elon Musk qui développe des implants cérébraux de type Neuralink, vous en avez tous entendu parler, vous savez, c'est des implants dont la promesse initiale est d'abord toujours thérapeutique, puis transhumaniste, puis en fait on se rend compte que comme souvent dans ces processus d'accoutumance, on commence par une promesse qui est très tentante pour après se généraliser sur des usages sécuritaires ou militaires. Et donc oui, ce qui se présente d'ores et déjà, potentiellement, qui risque d'être augmenté, ce sont nos cerveaux comme champ de bataille ultime. Cerveau, l'humain, l'esprit, ce qu'on représente dans nos singularités, dans nos fragilités, dans nos spécificités d'individus. Ça veut donc dire que potentiellement, nous sommes tous les ennemis des uns des autres. Si mon hypothèse 1, c'est la dissension et le chaos depuis notre intérieur, dans des modèles démocratiques très fragiles, au bord du gouffre. Si vous avez des forces convergentes extérieures et intérieures, compétiteurs, adversaires, mais aussi acteurs privés dont les agendas idéologiques ne sont pas toujours très clairs, qui manipulent nos cerveaux, à ce moment-là, potentiellement, vous voyez ce qui est en train de se jouer. L'ennemi devient un ennemi de l'intérieur. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être votre voisin. Dans des sociétés qui ont, avec des technologies qui coupent, qui fragilisent le lien, le commun, le collectif, donc la confiance. Si je continue un peu en entonnoir sur la question des frontières, donc si on va un peu plus sur ce qui se joue au sein des frontières. Prenons les États-Unis. Les élections américaines qui viennent d'avoir lieu sont extrêmement inquiétantes du point de vue de notre problématique ce matin. Pourquoi? Parce que l'Amérique de Trump, c'est visiblement aussi l'Amérique de Elon Musk. Et l'idéologie de ces deux-là, c'est la brutalisation, la polarisation, avec deux critères. Deux critères, pas 3, pas 15, pas 10, pas 1, 2. La loi du plus fort, ou plus exactement du plus brutal, et la caricature.
Ils sont l'apothéose de la société du spectacle de Debord. L'apothéose, le point culminant de ce qu'on peut faire en termes de caricature. Plus c'est outrancier, plus ça fonctionne. Mais ce n'est pas simplement du spectacle, l'outrance. C'est aussi monter les groupes les uns contre les autres. C'est aussi désigner ceux contre qui Donald Trump et son administration organiseront la revanche, la vengeance. Ce sont les déclarations de Donald Trump sur les déportations de masse de migrants. C'est montrer du doigt des groupes qui n'ont pas vos orientations religieuses, de genre, sexuelles. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quand vous prenez un Elon Musk qui va, soi-disant, amener de l'efficience au gouvernement américain, c'est-à-dire sabrer les coupes, détricoter l'État tout court d'ailleurs, et licencier en masse. Aider, parce qu'il aura un partenaire de jeu, qui déclarait il y a un an de ça, pile, qu'en fait, pour organiser les plans de licenciement de l'administration américaine, eh bien, on tirerait au sort, ou en fonction en fait du chiffre que vous allez avoir sur votre carte de votre numéro de sécurité sociale. Si vous avez un numéro de sécurité sociale qui finit par un numéro impair, vous êtes viré. C'est la folie, c'est la fureur, mais c'est la terreur. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Et d'autres régimes encore. Donc, vous voyez ce qui est en train de se dessiner. Vous avez la première puissance du monde, une superpuissance, qui est aujourd'hui en lutte pour son leadership, qui est peut-être d'ailleurs fatiguée d'exercer ce leadership mondial, sans doute d'ailleurs, et qui se trouve entre les mains de deux idéologues que absolument rien n'arrête, et qui ont, eux, un ennemi, l'État américain, qui ont un deuxième ennemi, la démocratie américaine, et qui ont un troisième ennemi, nos libertés. Je dis bien nos libertés, parce que nous, ici, en Europe, nous sommes totalement amarrés aux États-Unis. Totalement. Nos dépendances sont extraordinairement grandes. Et donc, nos destins sont fatalement liés. Si vous avez le couple infernal Musk et Trump, qui en effet exploite la rhétorique de plus en plus assumée de l'ennemi, donc de l'insurrection même. Il y a quelque chose de l'ordre de la doctrine insurrectionnelle sur X, du recrutement, de la propagande, de la manipulation. Eh bien, et je ne vais pas avoir peur de le dire, ce qui est en marche aux États-Unis, et on ne l'attendait pas là d'ailleurs, c'est le fascisme. Carl Schmitt, qu'on évoquait tout à l'heure, la rhétorique de l'ami et de l'ennemi, existentielle, c'était ça. Donc ce qui apparaissait comme simplement des enjeux, disons, géopolitiques, de rivalité géostratégique entre États-Unis et Chine sur la question technologique, ou la Russie, ou l'Iran, ou des enjeux, disons, somme toute militaires, deviennent aujourd'hui pour nous, démocratie libérale, occidentale, plus exactement ce qu'il en reste, un enjeu existentiel. Et l'ennemi, le premier ennemi, au fond, est en train de devenir, ou en tout cas était, notre allié principal. Et c'est là où on a un vertige qui s'ouvre face à nous. L'ennemi n'est peut-être pas celui qu'on croit. Et donc on a une Amérique qui visiblement va en guerre contre nos libertés. Et si je termine sur la question technologique pure, puisque j'ai beaucoup évoqué Elon Musk, ce qui se joue, c'est ce que, en tout cas, je propose comme
comme théorisation, c'est ce que j'appelle le projet de technologie totale. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un hurluberlu, Musk, qui prendrait la tête de cette commission. Il y arriverait ou pas, il y a énormément de doutes, il y a énormément de conflits d'intérêts. On pourrait dire, bon, tout ça, c'est du spectacle. Sauf que le spectacle est performatif dans ce cas-là. Mais surtout, ce qu'il a déjà mis en place, c'est toutes les briques, tous les dispositifs du contrôle, d'un hyper-contrôle. Quand vous êtes propriétaire de la principale plateforme aujourd'hui qui fixe l'agenda, disons, politique de ce côté-ci du monde, ça s'appelle X Twitter. Alors oui, il y a des vagues de départ, etc. Mais enfin, il y en a déjà eu il y a 3 ans. Et n'empêche que c'est bien là où, aujourd'hui, les présidents, les chefs d'État s'expriment, de toute façon. C'est là où Musk s'exprime, de toute façon. C'est là où il recrute. C'est là où il galvanise. Il a accès à quoi? Il a accès à quelles données? Nos opinions, nos croyances. Et en creux, ce à quoi on ne croit pas. Ce que l'on relaie, ce qu'on like, ce qu'on share, ce qu'on suit. Autant d'informations ultra sensibles. Il a Starlink, les satellites en orbite basse. Donc il donne accès à Internet dans des zones reculées. En Ukraine, il devient acteur militaire, acteur de la guerre de premier plan, avec d'ailleurs des allers-retours ou des communications avec le Kremlin qui ont été révélées il y a quelques semaines d'ailleurs par le Wall Street Journal, donc dont on ne comprend pas tout à fait les alliances. Il est donc un point d'étranglement géostratégique sans qu'on comprenne exactement pour qui il roule. Il est aussi un goulot d'étranglement pour l'État fédéral américain avec SpaceX et la NASA, mais aussi des contrats pour le Pentagone. 15 milliards de dollars de contrats fédéraux sur les 10 dernières années, c'est énorme. Musk n'est pas un clown. Musk est un acteur idéologique, géopolitique et militaire. Et Musk, avec sa galaxie X-Corp, a mis en place tous les dispositifs de ce contrôle total. Dispositif de contrôle à la Foucault, Michel Foucault. Il prend la tête de cette commission d'efficience. On est en train de changer de monde. On n'est plus du tout dans ce qu'on appelle, vous savez, en anglais, la post-truth politics, l'ère de la post-vérité. On n'est plus là. On est sur le cran d'après. On est sur l'ère de la post-law politics. C'est même le règne du plus fort. Musk est en train de devenir la loi. Il est juge et parti, avec des agendas idéologiques polarisants, brutalisants, antagonistes. Elon Musk, grâce à Donald Trump, est en train de privatiser le futur, l'espace, et détruire l'État américain, potentiellement, si on emmène le raisonnement jusqu'au bout. Donc voilà, si vous voulez, les quelques éléments sur les antagonismes et la discussion de amis-ennemis. Et donc pour conclure, j'ai presque envie de vous dire que, en fonction de là où vous êtes, en fonction de là où vous vous positionnez, en fonction de vos combats, en fonction de vos valeurs, en fonction de vos convictions, Elon Musk sera votre héros ou votre ennemi. Et c'est bien là le problème. C'est que notre identité politique n'est plus claire. On ne sait plus quel est notre projet, où on va tous ensemble. Si on le savait, on saurait dire tel projet est contradictoire avec nos valeurs. Or, même ça, on ne sait plus le dire. Parce que nous sommes éclatés depuis notre intérieur. Et donc, en guise de conclusion peut-être, la première des urgences, sans doute, avant de dire qui est notre ennemi, c'est de nous demander qui nous sommes nous.
Qui est-ce que nous sommes, nous, et où est-ce que nous allons dans les 30, 40, 50 ans à venir? Comment est-ce qu'on souhaite y aller? Qu'est-ce qui fait lien? Qu'est-ce qui fait commun? Sinon, on n'y arrivera pas. D'une certaine façon, Trump et Musk, ce n'est pas du tout l'histoire de leur puissance. C'est l'histoire de notre faiblesse. Et nous serons leur ennemi tant qu'on n'est pas clair sur cette question de notre identité politique.